Il y a 15 jours, nous avons reçu le professeur Alain Pellet, qui nous a parlé de la Palestine devant la Cour internationale de justice. Et comme vous savez tous sans doute, l'une des affaires dont est saisie la Cour internationale de justice, organe judiciaire principal des Nations Unies, porte sur le génocide de Gaza. Donc aujourd'hui, c'est de cette notion de génocide appliquée à Gaza, c'est de cette notion dont nous parlerons, à partir de la Convention 1948 sur le génocide et de son interprétation jurisprudentielle. Bon, je n'évoquerai pas beaucoup la question du régime juridique qui s'attache à la notion de génocide, à cet illicite. J'en parlerai un petit peu à la fin de manière plutôt brève, puisque j'insisterai plutôt ici sur la notion, il y a déjà beaucoup à dire. Donc les étudiants du M2 qui sont dans la salle et qui contribuent à l'organisation de ces conférences, ou qui sont avec moi sur la chaire, ont eu à consulter bien sûr la Convention sur le génocide. Je vous ai donné aussi 2 rapports de Francesca Albanese, les 2 derniers rapports de Francesca Albanese, ainsi que l'article qui vient d'être présenté, qui a le même intitulé que cette conférence et qui sera prochainement publié à la revue belge de droit international. Donc je me baserai sur cet article pour la conférence de ce jour. Je précise qu'il ne comprend rien de très très original, cet article. Les points les plus importants, je pense, dans cet article qui sont susceptibles de faire débat portent sur la question de l'intention dans le génocide et puis sur la question d'un génocide de type colonial qui émerge dès lors que le groupe cible dans ce génocide, le groupe palestinien, est aussi le peuple palestinien qui relève du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, selon les Nations Unies. En France, l'emploi de la catégorie de génocide reste assez prudente. Beaucoup, dans le débat public, ils sont plutôt hostiles. Et avant de développer mon propos, je voudrais rappeler que, comme le signale le politiste et historien Enzo Traverso, notamment dans son dernier ouvrage qui s'appelle « Gaza devant l'histoire », je le cite, « Si le concept de génocide ne doit pas être utilisé à la légère, les génocides n'ont pas tous la même échelle et ne sont pas conduits tous avec les mêmes moyens. » Donc ce qui nous retiendra ici aujourd'hui, c'est bien entendu la définition que donne le droit international du génocide depuis 1948, elle est constante, et j'évoquerai aussi, quoique brièvement, l'interprétation qu'ont fait les juridictions internationales, sous le contrôle de Dimitri Camara, de cette notion de génocide. En guise d'introduction, je dirais que dès le 9 octobre 2023, on pouvait craindre le déploiement d'une offensive génocidaire à Gaza, et ceci essentiellement pour 2 raisons. D'abord en raison des propos du ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, puisque selon lui, et je reprends ses propos bien connus, il s'agissait d'imposer un siège complet à Gaza. Pas d'électricité, pas de nourriture, pas d'eau, pas de combustible, tout est fermé. Ceux que nous combattons sont des animaux et nous agissons en conséquence. Donc ces propos constituaient l'annonce de la situation actuelle. Une situation où les différents actes constitutifs de génocide, d'après la Convention 1948, sont au moins présents, ainsi qu'une claire expression d'intention génocidaire. Bien sûr, j'y reviendrai. Alors, cette crainte, dès le 9 octobre, d'une offensive génocidaire sur Gaza pouvait aussi être ressentie en raison de l'histoire palestinienne, et en particulier l'histoire du blocus de Gaza. Les historiens, par exemple, l'historien israélien critique Ilan Pappé, avait déjà employé le mot génocidaire pour décrire la stratégie d'Israël à Gaza depuis 2006. Pour lui, je le cite, en 2006, je cite donc, la ghettoisation des Palestiniens à Gaza n'avait pas produit d'effet significatif et donc les tactiques punitives se sont transformées en stratégie génocidaire. Une stratégie génocidaire, pour lui, par le durcissement du blocus de Gaza, comprenant le confinement
des populations, leur rationnement alimentaire notamment, mais aussi par les différentes offensives offensives meurtrières conduites à partir de l'opération Plomb Durci de 2008-2009, en 2012, en 2014, en 2021, avec aussi la répression de la marche du retour de 2018. Et d'ailleurs, dès 2009, le rapport de la mission d'établissement des faits du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, dit rapport Goldstone, évoquait la catégorie du crime contre l'humanité en 2009 pour restituer ce qui était à l'œuvre déjà à Gaza. Donc, on pouvait tout à fait craindre le 9 octobre que l'offensive israélienne ne présente un caractère génocidaire. Mais comme on le sait, ce sont surtout les États du Sud, anciennement colonisés ou vivant anciennement sous apartheid, comme l'Afrique du Sud, qui ont exprimé leur solidarité avec le peuple assiégé et bombardé. Et il apparaît assez clairement que la condamnation originelle du comportement d'Israël a fait en quelque sorte revivre la critique du colonialisme et a approfondi les divergences nord-sud. Ceci est bien illustré par la réaction à l'époque, je crois que c'était en janvier 2024, oui, par la réaction du chef d'État namibien. Le chef d'État namibien fustigeait l'Allemagne, puisque l'Allemagne annonçait à cette époque qu'elle interviendrait devant la Cour internationale de justice en soutien d'Israël. Et l'Allemagne invoquait à cette époque une instrumentalisation politique de la Convention sur le génocide par l'Afrique du Sud. Le président de la Namibie a alors affirmé, sur le sol namibien, je le cite, « L'Allemagne a commis le premier génocide du XXe siècle, en 1904-1908. » Et le président namibien a dénoncé, je le cite toujours, l'incapacité de l'Allemagne à tirer les leçons de sa terrible histoire. Donc ça, c'était des propos assez forts qui d'ailleurs renversaient de manière intéressante l'argument habituel selon lequel c'est la terrible histoire de l'Allemagne qui justifie son soutien inconditionnel à Israël. Évidemment, vous savez tous que c'est l'Afrique du Sud qui a eu le courage, je dirais, de saisir la Cour internationale de justice du comportement d'Israël et d'engager ce contentieux sur la base de la Convention sur le génocide. À ce jour, j'ai vérifié hier, nous avons 15 États qui ont déclaré vouloir intervenir dans ce contentieux, et ce sont en grande majorité des États du Sud. Apparemment, finalement, l'Allemagne a été dissuadée de chercher à intervenir, à soutenir une interprétation de la Convention qui aurait été favorable à Israël. Je rappelle aussi que l'Afrique du Sud, à l'époque, fin décembre 2023, agissait parce que le Conseil de sécurité des Nations Unies était bloqué par le veto américain et que l'Afrique du Sud, à l'époque, demandait à la Cour d'ordonner la fin de l'offensive israélienne et la fin du siège de Gaza. Bon, la Cour ne l'a pas suivi dans ces demandes-là, mais néanmoins, cette affaire Afrique du Sud contre Israël a donné lieu à ce stade à 3 ordonnances en indication de mesures conservatoires, puisque la Cour a estimé qu'il existait un risque de génocide à Gaza, un risque s'accroissant à mesure d'ailleurs de ces ordonnances et des demandes de l'Afrique du Sud, un risque qu'elle dit accru le 24 mai, dans la dernière ordonnance du 24 mai 2024. Cette ordonnance qui exige la fin de l'offensive sur Rafah. Bon, je rappelle ici la formule de la Cour, puisque tous ne l'ont pas compris. On entend encore dire que la Cour n'a pas dit qu'il y avait un risque de génocide, que la Cour n'a pas dit qu'il y avait une affaire plausible de génocide. Donc, pour être très très clair, je vais citer la Cour. La Cour nous dit, et d'ailleurs je souligne ce point, puisque même la présidente, l'ancienne présidente de la Cour, la juge Donnelly, la juge américaine, qui présidait lors de la première ordonnance, dans un interview un peu douteux, a affirmé que la Cour n'avait pas dit qu'il y avait une affaire plausible de génocide, et ceci, bien entendu, a été repris par toute une série de médias pour mettre en difficulté ceux qui avaient lu correctement les ordonnances de la Cour. Donc, que nous dit la Cour le 26 janvier 2024 ? C'est la première ordonnance, et elle a été réitérée en mars et en mai.
Et le 30 avril aussi, dans l'affaire Nicaragua contre Allemagne, donc je la cite, paragraphe 74, c'est l'ordonnance du 26 janvier 2024. La Cour considère qu'il y a urgence, en ce sens qu'il existe un risque réel et imminent qu'un préjudice irréparable soit causé au droit qu'elle a jugé plausible avant qu'elle ne rende sa décision définitive. C'est le paragraphe 74. Il faut lire avec le paragraphe 66. Les droits plausibles, les droits plausibles en cause en l'espèce sont le droit des Palestiniens de la bande de Gaza d'être protégés contre le génocide, contre les actes de génocide. Donc c'est vraiment très clair, il y a un risque de génocide, c'est-à-dire, nous dit la Cour, un risque réel et imminent qu'un préjudice irréparable soit causé au droit des Palestiniens d'être protégés contre les actes de génocide. Voilà précisément ce qu'elle nous dit. Alors je rappelle ici aussi qu'au stade des mesures conservatoires, c'est important de le dire, la Cour ne peut pas dire davantage que le risque. Procéduralement parlant, on est au stade des mesures conservatoires, donc elle ne peut pas dire plus, parce qu'on entend souvent dire « Ah mais la Cour a dit qu'il y avait un risque, mais c'est pas sûr qu'on ait un génocide ». Bon, mais elle ne peut pas dire à ce stade plus que le génocide, il faut le rappeler d'un point de vue procédural, et elle a dit le risque de génocide à 4 reprises, ce qui est vraiment inédit, 26 janvier, 28 mars, 24 mai, 30 avril 2024. Si je compte donc l'affaire Nicaragua contre Allemagne, c'est donc inédit. Et je voudrais souligner aussi ici que certains juges de la Cour semblent estimer, au stade des mesures conservatoires, semblent estimer être déjà en présence d'actes de génocide, et ceci, on le voit dans les opinions individuelles qui sont jointes à l'ordonnance du 28 mars 2024, donc la deuxième ordonnance. Pour le président de la Cour, le président Salam, je le cite, on est donc face, nous dit-il, à une situation dans laquelle les conditions d'existence des Palestiniens de Gaza sont de nature à entraîner la destruction partielle ou totale de ce groupe. Il semble déjà constater l'existence d'actes génocidaires. Et pour le juge Youssouf nous dit « C'est bien l'ensemble de la population palestinienne de Gaza qui fait actuellement l'objet d'un risque de préjudice irréparable, rien de moins. » Donc la formule du juge Youssouf est aussi très forte. Alors on entend parfois aussi « Attention, on ne peut pas parler de génocide parce que la Cour internationale de justice n'a pas définitivement statué. Soyons prudents, la Cour n'a pas statué, on ne peut pas parler de génocide. » Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec cela, et pour ceux qui étaient aux assises, Francesca Albanese l'a dit aussi, je ne suis pas d'accord avec cela en tant que juriste. Je pense qu'il faut mobiliser la catégorie juridique sans attendre un arrêt au fond. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que la catégorie de génocide correspond aux événements de Gaza, ça j'y reviendrai. Ensuite, parce que cette catégorie fait entrer en jeu un régime qui, par-delà Israël, pèse sur tous les États. Tous les États partis à la Convention sur le génocide sont censés ne pas contribuer au génocide. Et aussi, c'est très important, prévenir les actes de génocide. Donc la Convention de 1948, ce n'est pas une convention de commémoration, j'aime bien cette formule, c'est une convention de punition, mais aussi de prévention. Donc il n'est pas acceptable, au regard de la logique de la Convention sur le génocide, d'attendre un arrêt au fond qui interviendra, si je compare avec l'affaire Bosniaque, les mesures conservatoires c'était 93, l'arrêt au fond 2007, donc ça fait 15 ans, 14 ans, voilà. Et qui interviendra peut-être dans 10 ans, peut-être dans 8 ans, dans 10 ans, dans 14 ans, s'il intervient, parce que il semble que le Nicaragua, dans l'affaire Nicaragua contre Allemagne, puisse se désister, ce qui serait vraiment très dommage, mais il semblerait qu'il puisse se désister. Il n'est pas impossible que l'Afrique du Sud se désiste à un moment ou à un autre. Pourquoi ? Parce qu'elle subit apparemment d'importantes pressions. Donc on ne peut pas exclure un désistement. Donc on aura peut-être un arrêt dans 10 ans, ou peut-être on n'aura pas d'arrêt du tout. Et en attendant, tout le monde aura dit non,
peut pas employer la catégorie de génocide parce que la Cour internationale de justice n'est pas encore prononcée. Évidemment, c'est tout à fait absurde. Et puis, on peut employer aussi la catégorie, la notion de génocide, on peut s'en emparer, puisque depuis décembre 2023, de nombreuses sources officielles, ainsi que d'importantes ONG, ont affirmé l'existence d'un génocide en cours. Je note ces sources, d'abord les rapporteurs spéciaux de l'ONU, comme Francesca Albanese, et bien sûr, 2 rapports, mais elle n'est pas la seule. Je cite souvent le rapport de Michael Fakhri, le rapporteur spécial sur le droit à l'alimentation, qui a fait un rapport en juillet 2024 qui affirme aussi l'existence d'une stratégie de famine de nature génocidaire à Gaza. Donc ça, c'est un rapport aussi important. D'autres rapports ont été faits par le rapporteur spécial. La rapporteuse spéciale sur le droit à la santé. Je ne les ai pas tous recensés, mais on a toute une série de rapports des experts indépendants du Conseil des droits de l'homme qui statuent en ce sens. De même, le comité spécial de l'ONU chargé d'enquêter sur les pratiques israéliennes conclut dans son rapport de septembre 2024, c'est donc un comité de l'Organisation des Nations Unies, conclut son rapport de septembre 2024 en affirmant, je le cite, que les politiques et pratiques israéliennes présentent des éléments caractéristiques d'un génocide. D'ailleurs, ce rapport est très intéressant, je vous invite à le lire, puisqu'il parle de l'atteinte à l'environnement au sens très large, il parle aussi de la question de l'UNRWA, des questions qui sont nécessairement traitées dans d'autres rapports. Enfin, la Commission internationale indépendante créée par l'ONU plus récemment a affirmé dans un rapport du 13 mars 2025 que les atteintes ce rapport portait spécifiquement sur les violences sexuelles et les violences reproductives. Et elle a affirmé, cette commission, dans ce rapport, que les atteintes à la santé sexuelle et reproductive à Gaza constituaient des actes de génocide. Le rapport est tout à fait clair à cet égard. Par ailleurs, nous avons des ONG quand même très importantes, Amnesty International, au premier chef, et puis Human Rights Watch, qui se sont prononcées en ce sens. Donc, il me semble vraiment absolument non problématique d'employer cette catégorie sans attendre la Cour internationale de justice. Alors, je vais examiner plus précisément maintenant en quoi ce qui se produit à Gaza correspond à la définition du génocide qui fait référence au droit international. Ça sera mon premier point, les éléments du génocide de Gaza. Cette convention, la définition résulte de la convention bien connue de 1948. C'est une définition qui s'applique à mes yeux parfaitement à Gaza. Et si certains peuvent être surpris, il faut quand même rappeler que le massacre de Srebrenica en juillet 1995 en Bosnie-Herzégovine, où 8000 hommes musulmans ont été exécutés, a été considéré comme un acte de génocide à la fois par le tribunal international pour l'ex-Yougoslavie et par la Cour internationale de justice dans son arrêt que j'évoquais tout à l'heure de 2007 et qui est un arrêt par ailleurs très, très important. Donc ce qui se produit à Gaza, c'est quand même plus ample que ce massacre de Srebrenica. Il faut aussi noter, comme l'a affirmé le tribunal pénal international pour le Rwanda dans la première affaire qu'il a jugée, l'affaire Akayesu, une affaire jugée en 1998, je cite ce jugement, où le tribunal nous dit « Contrairement à l'idée couramment répandue, le crime de génocide n'est pas subordonné à l'anéantissement de fait d'un groupe tout entier. » Et en effet, et là c'est moi qui reprends la parole, la définition du génocide est assez large dans la Convention de 1948. Comme on va le voir, elle n'exige pas que la destruction totale ou même partielle du groupe soit constatée. Elle permet aussi de reconnaître un génocide, il faut le souligner, en temps de paix ou en temps de guerre, c'est l'article 1er, et donc elle permet de reconnaître un génocide commis par des moyens militaires. Elle n'exige pas non plus que soit mise en lumière un plan génocidaire, comme dans la définition française, par exemple. Donc je cite la définition de l'article 2 de la Convention de 1948. Dans la présente Convention, le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, commis
dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel. Suit donc une liste d'actes. Petit a, meurtre de membres du groupe. En anglais, c'est killing members of the group. Petit b, atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe. Petit c, soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Petit d, mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe. Et petit e, transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Bon, c'est une définition que, évidemment, vous pouvez trouver très aisément. On voit donc que pour caractériser un génocide, il faut des actes, bien sûr, commis contre un groupe cible, dans l'intention de le détruire en tout ou en partie. Donc la destruction, elle est exigée comme intention, c'est l'intention de détruire, pas comme matérialité en réalité. Et il n'est d'ailleurs pas certain, à la simple lecture du texte, que cette intention de détruire soit nécessairement une intention de destruction physique. Ce n'est pas précisé par le texte. Elle pourrait être cette intention de détruire sociologiquement le groupe, même si on n'a pas d'attestation jurisprudentielle de ceci. Par ailleurs, comme on le voit à la lecture de la définition, tous les actes visés, qui n'ont pas besoin d'être commis cumulativement, il n'y a pas besoin d'avoir tous les actes qui sont commis, ne sont pas tous des actes de destruction physique immédiate, ou des actes de destruction physique du tout, puisque la dernière catégorie, c'est le transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Donc ça relève plutôt d'une atteinte à la filiation de type culturel. Donc ça, c'est quelque chose dont il faut bien être conscient, parce que ça ne correspond pas à l'image commune, je dirais, qu'on se fait de la notion de génocide. La définition juridique, c'est celle-ci, et c'est celle-ci qui s'applique et qui s'appliquera devant la Cour internationale de justice. Alors je reviens sur ces différents éléments. Les actes matériels d'abord qui sont listés, les actes matériels du génocide. Je crois que personne n'affirme qu'ils ne sont pas présents à Gaza. Je rappelle quand même, puisque parfois il y a encore des hésitations sur ce point, Gaza c'est un espace très restreint, complètement clos, dont les bordures terrestres, maritimes et l'espace aérien sont contrôlés par Israël. Évidemment, Gaza ne dispose pas de défense anti-aérienne, ce qui rend les bombardements extrêmement peu coûteux en vie humaine pour Israël. Gaza, je le rappelle aussi, comprend une population constituée à 80% de réfugiés de 1948 et de leurs descendants, et un peu plus de la moitié de cette population de Gaza, de 2,3 millions d'habitants, sont des enfants. La densité de population est parmi les plus élevées au monde, voire la plus élevée au monde. Je n'ai pas définitivement vérifié ce point. J'en reviens donc aux actes, c'est quand même important pour évaluer les actes qui sont connus. Les actes matériels, donc l'atteinte à la vie, meurtre de membres du groupe, je préfère parler d'atteinte à la vie. Les atteintes à la vie de membres du groupe, eh bien, nous sommes, j'ai vérifié, à plus de 51 000 morts. Là, on ne compte pas les personnes, les morts laissés sous les décombres. C'est un chiffre donc, de 51 000 morts qui est sous-évalué. Et comme vous le savez sans doute, un certain nombre d'entre vous, les évaluations scientifiques qui ont été faites en juillet 2024 estimaient à 186 000 les morts directes et indirectes. En janvier 2025, dans la même revue de Lancet, certains scientifiques estiment qu'entre octobre 2023 et juin 2024, nous sommes à 64 000 morts. Il y a 64 000 morts dues à l'offensive israélienne, sans compter donc les morts indirectes. Donc, pour ces scientifiques, en janvier 2025, les chiffres des autorités de Gaza sont sous-estimés à 41%. Notons que, s'agissant de la récente reprise des bombardements, le 18 mars 2025, le Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies de l'ONU estime que les bombardements récents ont principalement touché femmes et enfants. Sur les 36 frappes analysées,
nous dit le Haut-Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU, les victimes ont été des femmes et des enfants. C'est une déclaration du 11 avril 2025. Et dans cette déclaration, le responsable du Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU affirme que l'offensive israélienne menace l'existence des Palestiniens comme groupe. Donc là, vous voyez qu'on emploie le vocabulaire de la Convention sur le génocide, même si on ne parle pas directement du génocide. Donc on est en présence, vous le savez tous, puisque vous observez la situation, de bombardements massifs, mais aussi de frappes, de tirs isolés, de sniping, qui sont parfois très ciblés. On sait aussi que des charniers ont été découverts à l'extérieur des hôpitaux investis par l'armée israélienne, notamment aux côtés de l'hôpital, à l'extérieur de l'hôpital Al-Shifa et de l'hôpital Nasser, ce qui fait évidemment penser à des exécutions sommaires. Ça, c'est donc le premier type d'acte de génocide, meurtre de membres du groupe ou atteinte à la vie des membres du groupe. Le deuxième type d'acte que nous donne la Convention, c'est l'atteinte grave à l'intégrité physique et mentale de membres du groupe. Donc là, nous avons un nombre de blessés qui est estimé à 116 000. Selon l'ONU, Gaza compte le plus grand nombre d'enfants amputés par habitant au monde. Et l'ONU parle ici de situation apocalyptique. Les prisonniers ou les personnes enlevées à Gaza sont torturées, parfois jusqu'à la mort. Évidemment, je pense notamment ici au cas du chirurgien Adnan Al-Bourch, arrêté dans un hôpital de Gaza en décembre 2023 et probablement violé à mort en avril 2024. Et bien sûr, nous avons à l'esprit le docteur Oussam Abou Safi, qui est toujours en détention et pour lequel on peut craindre un sort identique, même si, évidemment, on espère qu'il ne le subira pas. Il y a quand même une mobilisation en sa faveur, mais il y a bien d'autres cas de détenus qui sont dans cette situation. S'agissant de la torture, on a récemment, notamment la torture des personnes enlevées par Israël à Gaza, on a des témoignages tout à fait glaçants qui émergent de plus en plus et qui tentent à démontrer l'existence d'un système, je dirais, exceptionnellement brutal, avec un emploi récurrent de sévices sexuels et l'utilisation des chiens, par exemple, dans la torture. Francesca Albanese, dans son dernier rapport, parle de camps de torture. On change évidemment au camp de Stelteman. Et les pratiques apparaissent, j'ai l'impression que c'est encore beaucoup plus violent qu'à Guantanamo. Donc il s'agit bien entendu de briser les détenus, qu'ils soient majeurs ou mineurs. Dans son rapport du 13 mars 2025, la Commission internationale indépendante, qui travaille essentiellement dans ce rapport sur les violences sexuelles et reproductives, mais souligne le rôle du ministre de la Sécurité nationale, Ben Gvir, dans ce système, dans les brutalités subies dans les camps ou dans les prisons israéliennes. Donc ça, c'est le deuxième type d'actes. Je pense qu'on n'a pas de problème à dire qu'ils sont présents, ces atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe. Troisième type d'acte, c'est la destruction progressive du groupe. Donc on n'est pas face à une destruction immédiate, physique immédiate. On a dans le troisième type d'acte une destruction progressive qui est envisagée. C'est la mort lente qui est envisagée par la Convention de 1948. Là, évidemment, il faut parler du siège de Gaza et du siège de nouveau total de Gaza, réimposé après la violation du cessez-le-feu par Israël. Privation de nourriture, privation de soins, les ordres d'évacuation aussi récurrents qui contraignent la population à se déplacer constamment, à vivre dans des conditions indignes. Ça correspond bien à la mort lente que les auteurs de la Convention de 1948 envisageaient très précisément. Ils visaient des situations d'enfermement similaires à celles de Gaza. C'est ce que nous rappelle John Quigley dans un récent article qui revient sur les travaux préparatoires de la Convention à cet égard. Je signale aussi la destruction des terres agricoles, l'impossibilité de la pêche vivrière, puisque Israël tire sur les pêcheurs de Gaza, qui interdit évidemment toute autonomie alimentaire. Et je signale aussi que dans sa dernière ordonnance du 24 mai 2024, la Cour internationale de justice pointe les faits d'affaiblissement des ordres d'évacuation. Et il faut noter que nous avons, là les chiffres récents, 500 000 personnes qui ont été déplacées
depuis la violation du cessez-le-feu par Israël à la mi-mars 2025. Contribue aussi à la destruction progressive du groupe, l'atteinte à l'éducation, alors qu'on sait qu'à Gaza, il y avait un taux exceptionnel d'alphabétisation, pas une population non éduquée à Gaza, l'atteinte à l'éducation, école, université, l'atteinte aux hôpitaux, l'atteinte à l'UNRWA. Et récemment, le rapport du 13 mars 2025, la Commission internationale indépendante de l'ONU, nous dit que le siège et destruction d'hôpitaux ont causé des souffrances physiques et mentales pour les femmes qui auront, je cite, des effets de long terme sur la fertilité et la reproduction des Palestiniens de Gaza. On dit que ces faits relèvent aussi de la catégorie du génocide. Quatrième type d'acte, c'est les mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe. Et justement, pour cette même commission internationale indépendante, le ciblage délibéré des installations dédiées à la santé sexuelle et à la santé reproductive relève aussi de la Convention sur le génocide au titre de ces mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe, donc le petit d de l'article 2 de la Convention de 1948. Donc les actes matériels décrits dans la Convention sont présents. Ces actes, la question qui se pose évidemment, c'est celle de savoir si ces actes sont commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe cible. C'est sur ce point que se focalise généralement le débat. Je n'ai pas entendu beaucoup de personnes dire qu'il n'y avait pas ce type d'acte à Gaza. Ils sont quand même très largement attestés. Alors, cette intention de détruire, pour ma part, j'estime qu'elle a été exprimée dès le 9 octobre 2023 par le ministre de la Défense d'Israël, qui annonçait ce siège total de Gaza, car, disait-il, nous combattons des animaux humains. Cette intention, elle a été réitérée par le président israélien le 12 octobre 2023. Il disait qu'il n'y a pas de civils innocents à Gaza et nous leur briserons la colonne vertébrale. Elle a aussi été exprimée par le Premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahou, qui, comme vous le savez, a glosé sur l'histoire biblique d'Amalek et demandé à ses troupes de se rappeler d'Amalek, c'est-à-dire de l'éradication totale d'un groupe. Il y a beaucoup d'autres expressions d'intention génocidaire. Là, j'insiste sur celles qui sont tout particulièrement relevées dans le mémoire introductif d'instance de l'Afrique du Sud. On a des expressions d'intention qui sont toujours présentes, avec des menaces explicites d'extermination. Israël Katz, le nouveau ministre de la Défense, dans un tweet, alors maintenant vous avez des intentions génocidaires par tweet, et puis des images du génocide sur TikTok, c'est ça la modernité. Donc dans un tweet du 19 mars, destiné aux résidents de Gaza, Israël Katz dit « Il s'agit du dernier avertissement. Suivez le conseil du président des États-Unis, rendez les otages et jetez dehors le Hamas, et de nouvelles options s'ouvriront pour vous, y compris la relocalisation dans d'autres parties du monde pour ceux qui en feront le choix. L'alternative est la destruction et la dévastation totale. En somme, pour les résidents de Gaza, soit vous partez volontairement, entre guillemets, soit vous êtes exterminés. » Précisément, ces déclarations d'intention génocidaire émanent aussi désormais des États-Unis. Avant, c'était moins clair avec Biden. Un message de Trump sur le réseau social Truth Social, je crois que c'est le réseau qu'il utilise, le 5 mars 2025, s'adressant au peuple de Gaza, Donald Trump, un beau futur vous attend, mais pas si vous gardez les otages. Si vous le faites, vous êtes morts, dit-il au peuple de Gaza. Donc, ce sont des expressions publiques d'intention qui annoncent clairement la volonté de détruire, et ce type d'expressions sont quand même historiquement rares quand on analyse la jurisprudence sur les génocides. D'ailleurs, parmi les premiers à alerter d'un génocide à Gaza, nous trouvons certains historiens israéliens critiques et spécialistes des études sur le génocide, notamment Ras Segal, qui a été un des premiers à alerter, et même bien d'autres désormais. Et ces historiens se basent précisément sur ces expressions d'intention
exceptionnellement présentes qui révèlent pour eux un cas d'école de génocide. C'est vraiment ce qui frappe et ce qui nous a tous frappés, je pense, cette expression publique totalement décomplexée et désormais relayée explicitement par les États-Unis. Alors, je voudrais citer le juge Alcazanet dans son opinion dissidente attachée à l'ordonnance rendue par la Cour internationale de justice dans l'affaire Nicaragua contre Allemagne, l'ordonnance du 30 avril 2024. Le juge Haddock note à cet égard, je le cite, « Vu la manière dont les responsables israéliens se sont vantés ouvertement de leur intention de détruire, et vu que l'application de cette intention était simultanément constatée sur le terrain, il serait absurde, nous dit-il, qu'il faille attendre la réalisation totale du génocide pour que la responsabilité de l'Allemagne soit engagée. » Ce qui m'intéresse ici, c'est que nous avons un juge, certes le juge Haddock, qui souligne cette pluralité, cette variété exceptionnelle d'intentions, de déclarations génocidaires. Donc, pour moi, on est en présence, et là, peut-être je diffère un petit peu, je me dissocie un peu du dernier rapport de Francesca Albanese, et que je trouve par ailleurs évidemment tout à fait excellente. Là, je diverge un petit peu. Pour moi, on est en présence de preuves directes de l'intention génocidaire. J'insiste un peu sur ce point, parce que comme il s'agit de preuves directes de l'intention génocidaire, des preuves directes qui sont rares historiquement, parce que c'est quand même rare d'avoir un responsable qui vient dire publiquement voilà, ce sont des animaux humains, nous allons tout bloquer. Ou alors, dans 2 jours, vous êtes morts. C'est quand même très rare, si vous voulez. Hein. Même, je dirais peut-être pour la destruction de l'île de Rhodes, on n'avait pas de déclaration de ce type. Hein. Pour le Rwanda, on n'avait pas de déclaration de ce type. Donc c'est quand même... alors les milices au Rwanda, oui, ils chantaient « exterminons-les, exterminons-les », mais on n'avait pas vraiment quand même de déclaration de responsables étatiques aussi explicites. C'est quand même, donc, les historiens critiques ont raison de le souligner, c'est tout à fait rare. Donc, ce sont des preuves directes. Et, à mon avis, il n'est pas utile de s'engager dans un débat sur les preuves circonstancielles, hein, que l'on pourrait déduire des faits. Pourquoi ? Parce que on cherche à déduire des preuves de l'intention des faits lorsqu'on n'a pas de preuves directes. Donc, dans ce type de circonstances, lorsqu'on n'a pas de preuves directes de l'intention génocidaire, qui sont, on l'a dit, historiquement rares, les juridictions, en effet, ont recouru à des preuves circonstancielles, ont déduit l'intention de détruire d'un certain nombre de faits, et dans ce cas-là, mais dans ce cas-là uniquement, ces juridictions nous ont dit qu'il fallait démontrer que l'intention de détruire était la seule intention raisonnablement déductible des faits. Hein. Donc on va déduire l'intention des faits en l'absence de preuves directes, et l'intention doit être la seule intention raisonnablement déductible des faits. Ce qui veut dire que toute autre intention permettant d'expliquer raisonnablement les actes commis pourrait faire échec à la qualification. Et a parfois fait échec à la qualification pour l'ex-Yougoslavie de manière beaucoup plus problématique pour le Rwanda. Ici, par exemple, l'intention de déplacer de force, l'intention de purifier, entre guillemets, ethniquement le territoire, pourrait faire échec à la qualification de génocide. Mais ceci, lorsqu'on n'a pas de preuves directes, c'est pour ça que j'insiste sur ces preuves directes, qui sont exceptionnellement présentes. Donc je constate que souvent les juristes, même Francesca Albanese, comme elle se repose sur la jurisprudence antérieure, on n'avait pas de preuves directes, hein, vont sur cette ligne d'argumentation, c'est-à-dire il va falloir déduire des faits et démontrer que c'est la seule intention raisonnablement déductible des faits. Mais moi j'estime que là on n'a pas besoin de faire ce travail, puisqu'on a des preuves directes qui sont exceptionnellement présentes. Donc j'insiste un peu sur ce point parce que je vois ce discours se déployer, et c'est un discours qui est en un sens risqué parce que les juges parfois ne sont pas très raisonnables dans les déductions qu'ils font des faits, des intentions qui peuvent être déduites des faits. Je songe par exemple à une jurisprudence au Rwanda, il est question de ministre du gouvernement intérimaire, donc le
du génocide qui ont été acquittés parce que la Chambre d'appel a estimé que l'intention de détruire n'était pas la seule intention raisonnablement déductible des faits. En l'occurrence, les faits, il s'agissait de destituer le préfet Tutsi de Butare, qui s'était opposé au développement des massacres dans la préfecture de Butare. Donc il y a eu une réunion publique avec les ministres, des discours qui ont été tenus. Ensuite, le préfet, pendant cette réunion, le préfet a été destitué. Ensuite, il a d'ailleurs été assassiné avec toute sa famille. Mais en appel, les juges ont dit, les chambres d'appel présidées d'ailleurs par Théodore Méron, ont dit mais non, mais c'était pas la seule explication raisonnablement déductible des faits. Hein, ce préfet, il a peut-être été écarté parce qu'en fait, il était proche des Tutsis, il était proche du FPR. Et donc, c'est par loyauté que les ministres ont participé à cette réunion. Hein. Donc, vous voyez, là, on arrive à des conclusions qui ne sont pas du tout raisonnables. Et je trouve que c'est donc, il faut faire très attention avec ces preuves, la manière dont les juges évaluent ces preuves circonstancielles. Et bon, j'insiste un peu sur ce point, à mes yeux, vu le nombre de preuves directes qu'on a de l'intention génocidaire, on n'a pas besoin de se reposer sur ce type d'argumentation. Bon, s'agissant de l'intention de déplacer, l'intention de purifier ethniquement le territoire, j'en profite pour dire qu'il est tout à fait possible de lier purification ethnique d'un territoire, purification ethnique entre guillemets bien sûr d'un territoire et génocide du point de vue de l'intention. Et ce point a été traité dans la jurisprudence du tribunal pour l'ex-Yougoslavie. La purification ethnique, elle peut se réaliser en partie par le génocide. C'est-à-dire que des membres du groupe vont être atteints dans l'intention de détruire une partie du groupe. Il y a génocide à Gaza, tandis que d'autres membres du groupe vont ensuite ou en même temps être déplacés de force. Je rappelle, le génocide n'exige pas que soit attestée la destruction totale du groupe. Cette intention de détruire le groupe, qui est ici clairement énoncée et accompagnée d'actes de génocide, donc pour moi, vous l'aurez compris, il y a génocide, cette intention de détruire le groupe peut d'ailleurs rechercher un effet. Et l'explicitation de cette intention peut d'ailleurs rechercher un effet de terrorisation qui va conduire les survivants à désarmer ou à accepter de partir. Et dans le message précité d'Israël 4, le nouveau ministre de la Défense, l'alternative est assez claire. Soit vous partez, soit vous continuez d'être exterminés. Donc l'expression d'intention génocidaire accompagnée d'actes peut aussi être une manière de forcer au départ. Et donc il serait vraiment choquant d'interpréter un processus de ce type où on a à la fois génocide et déplacement forcé. Il serait choquant d'interpréter un tel processus comme permettant d'exclure la qualification de génocide. Et le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, dans une affaire que j'aime bien citer, l'affaire Krstić, c'est un arrêt d'appel de ce tribunal de 2004, qui concerne donc toujours le massacre de Srebrenica, le massacre des 8 000 musulmans bosniaques à la fin du siège de Srebrenica. Le tribunal pour l'ex-Yougoslavie affirmait que les auteurs d'un génocide, ils œuvrent souvent dans un contexte contraint. Je vais citer ce passage que j'aime bien de cette jurisprudence. Le génocide, nous dit le tribunal, n'exige pas la preuve que son auteur ait choisi le mode d'action le plus efficace qui soit pour parvenir à son objectif qui était de détruire la partie du groupe visé. Même si le mode d'action choisi, ici ce qui était contesté, c'est que les forces serbes n'avaient pas tué aussi les femmes et les enfants, que des hommes qui avaient été tués. Même si le mode d'action choisi ne traduit pas pleinement l'intention de l'auteur, la destruction demeurant incomplète, cela ne signifie pas pour autant que l'on ne peut conclure à l'existence d'une intention génocidaire. Et le tribunal poursuit. L'attention de la communauté internationale, focalisée sur Srebrenica, combinée à la présence des troupes des Nations Unies dans la région, a empêché les membres de l'état-major qui avaient conçu le plan génocidaire de le mettre en œuvre de la manière la plus directe et la plus efficace possible. Bridés par les circonstances, ils ont adopté une méthode qui leur permettait de réaliser leur dessein génocidaire tout en minimisant le risque de châtiment. J'aime bien
ce développement de la chambre d'appel dans cette affaire Kurstich. On retrouve ceci dans les propos cette idée, dans les propos, enfin cette réalité plutôt de la contrainte qui s'exerce sur les auteurs d'un génocide, dans les propos du ministre Bezalel Smotrich le 5 août 2024, qui affirmait que si le fait de laisser les Palestiniens de Gaza mourir de faim pouvait être, je le cite, justifié et moral, la pression internationale obligeait Israël à permettre la délivrance d'une certaine quantité d'aide humanitaire. Donc on voit ici aussi l'influence d'une forme de pression, qui ne semble plus tellement s'exercer, ce qui fait qu'on est peut-être en présence de la normalisation du génocide. Je note incidemment, parce que ça m'intéresse, peut-être ça vous intéressera aussi, que les dernières exigences formulées par Israël, je laisse un peu de temps quand même pour les questions, mais ça va, j'ai encore du temps. Les dernières exigences formulées par Israël dans les négociations de cessez-le-feu, ça date du 15 avril 2025. Ces exigences sont le désarmement et le départ des combattants de Gaza. Ça me renvoie quand même à la période du massacre de Sabra et Shatila en septembre 1982, et le massacre dont Joseph Massad, l'excellent intellectuel palestinien, rappelait récemment que ce massacre a été qualifié de génocide par l'Assemblée générale en 1982, ce qui nous interroge sur la prudence actuelle de l'Assemblée générale. Ça me renvoie aussi, ces nouvelles exigences, à ce massacre de Srebrenica, qui fut précédé de demandes récurrentes et souvent soutenues par certains pays occidentaux de désarmement des résistants de Srebrenica. Sur le désarmement donc, des combattants, je voudrais citer aussi la déclaration du juge Youssouf, qui a été annexée à l'ordonnance de la Cour internationale de justice du 28 mars 2024. Je trouve que ce passage est assez intéressant pour nous. Et je le cite, donc l'argument selon lequel un État partie à la Convention sur le génocide, engagé dans un conflit avec un acteur non étatique, n'aurait aucune obligation de suspendre ses opérations militaires ou qu'on ne devrait pas le lui ordonner, à moins que l'acteur non étatique ne soit désarmé, cet argument ne fait aucun sens. C'est contraire à l'idée même de prévention du génocide et aux objectifs de la Convention, qui fut manifestement adoptée dans un but purement humanitaire. Bon, j'en viens plus précisément à l'intention. Ce qui frappe donc ici, c'est le caractère public, le caractère assumé de ce génocide. Et je rappelle à cet égard qu'au Rwanda, nous n'avions pas d'image, peu d'expression. Pour l'ex-Yougoslavie, l'expression s'agissant de Srebrenica n'a jamais été exposée publiquement. Alors la question qu'on peut se poser, bien sûr, c'est la suivante. Pourquoi cette publicité donnée au génocide, cette publicité inédite, par-delà le fait que les victimes filment et parlent aussi désormais dans le contexte de Gaza? Alors du côté israélien, il me semble, enfin c'est une interprétation que cette libre expression génocidaire un peu à tous les niveaux de la société est liée à un racisme assez prégnant et à un racisme caractéristique d'une situation de type colonial. Et j'en viens donc, ça sera la deuxième partie de mon développement, à une autre spécificité de ce génocide qui tient au groupe ciblé, ici bien entendu le peuple palestinien. Donc c'est le troisième élément dans la définition du génocide, il faut un groupe cible, un groupe qu'on a l'intention de détruire en tout ou en partie comme tel. Quand on lit la Convention, ou quand on voit les origines de la Convention, on voit que, à la lecture simple d'ailleurs, ce sont les groupes qui sont visés, qui peuvent relever de la catégorie du génocide. C'est la destruction des groupes nationaux, ethniques, raciaux ou religieux. Donc c'est restrictif dans le texte de 1948. Et l'idée originelle était de saisir des groupes minoritaires dans un État. Ici, on a une spécificité pour Gaza. Il s'agit d'un groupe, le groupe palestinien,
qui, en droit international, est aussi reconnu comme un peuple relevant du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et ceci depuis au moins les années 1970, s'agissant de l'ONU. Donc l'occupation israélienne, je dirais dans une partie du discours de l'ONU, est assimilée à une domination étrangère de nature coloniale. Et c'est bien ce que nous dit la Cour internationale de justice dans son avis de juillet, son avis historique du 19 juillet 2024, puisque cet avis est centré sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et qui mobilise les règles du droit international et les règles des Nations Unies sur les peuples colonisés. Donc ici, on a une configuration qui est tout à fait inédite, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'on pourrait être en présence d'une attestation judiciaire d'un génocide de nature coloniale. Donc c'est la première fois en tout cas qu'un génocide de nature coloniale est soumis aux juridictions internationales contemporaines. Ça c'est un élément qui a peut-être, dans la littérature sur le génocide, n'a peut-être pas été très souligné, ça me semble très important. Pour le Rwanda, il s'agissait d'une situation, je dirais, post-coloniale, visant une population minoritaire, les Tutsis, et un génocide qui s'est déployé, on le sait, avec l'aide partielle de la France. Pour Gaza, il s'agit d'un phénomène de type colonial, quoique anachronique, une des dernières situations coloniales d'ampleur, qui est soutenue par des États dont l'histoire est également marquée par la colonisation sous différentes formes et à différentes époques. Donc ça me semble être tout à fait spécifique de la situation actuelle. Donc c'est une configuration inédite et je voudrais relever ici devant vous que la Convention sur le génocide ne prévoyait pas explicitement son application au territoire colonisé. C'est quand même un élément tout à fait frappant. L'article 12 de la Convention sur le génocide, généralement présenté comme un magnifique texte d'un ordre international nouveau, eh bien cet article 12 excluait son application au territoire colonisé. C'est quand même énorme, sauf notification par les États coloniaux d'extension de l'application de la Convention à ces territoires. Je cite l'article 12, « Toute partie contractante pourra à tout moment, par notification adressée au secrétaire général des Nations Unies, étendre l'application de la présente convention à tous les territoires ou à l'un quelconque des territoires dont elle dirige les relations extérieures. » Donc ça correspond au territoire non autonome, au territoire colonisé. Donc cette disposition qui figure à l'article 12, évidemment, aujourd'hui, elle serait considérée comme obsolète. Et elle a fait déjà à l'époque l'objet de contestation de la part notamment des États socialistes. L'Union soviétique, signataire en 1949 de la Convention, déclarait par exemple, je cite, qu'elle n'accepte pas les termes de l'article 12 de la Convention et estime que toutes les clauses de la dite Convention devraient s'appliquer aux territoires non autonomes, y compris les territoires sous tutelle. Donc vous avez une opposition assez forte des pays socialistes sur cette clause qui figure dans la Convention, et donc on voit explicitement qu'il s'agissait d'éviter l'application au territoire colonisé. Donc la catégorie du génocide visant le peuple palestinien, un peuple qui relève du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, finalement figure le conflit comme une sorte de conflit de décolonisation et rejoint en ce sens l'historiographie contemporaine, qui est peut-être insuffisamment connue en France, peut-être. Parce que ce n'est pas l'image classique qu'on a de ce conflit en Europe, et il est peut-être même tabou, sauf dans les milieux militants, de caractériser Israël comme un État de type colonial. Et pourtant, il me semble que c'est ainsi que l'historiographie contemporaine analyse la situation. Elle parle d'un État colonial sui generis, ayant pratiqué dans une période post-coloniale une politique de peuplement de territoire où vit déjà une population locale, une population autochtone ou indigène, comme on dit de nos jours. Donc un État colonial sui generis en raison de la temporalité,
c'est un phénomène colonial anachronique. Sui generis aussi en raison du fait que la population coloniale dont il est question n'émane pas d'une métropole coloniale, mais qu'elle relève d'un nationalisme propre, un nationalisme né de la persécution puis de la destruction des Juifs d'Europe. Il n'en demeure pas moins que pour les historiens, je dirais qui me semblent les plus pertinents, par exemple pour Rachid Khalidi, dans son ouvrage The 100 Years War on Palestine, publié en 2020, Rachid Khalidi nous dit que depuis 1917, les Britanniques puis les États-Unis, je le cite, par leur soutien au mouvement sioniste puis à l'État d'Israël, ont cherché à faire l'impossible, imposer une réalité coloniale en Palestine dans une ère post-coloniale. Donc il me semble que ce point fait quand même largement consensus chez les historiens les plus reconnus. Bon, je cite ici pour les étudiants 3 historiens dans une bibliographie évidemment extrêmement dense, bien sûr Ilan Pappé, Rachid Khalidi que je viens de citer, The 100 Years War on Palestine, il a écrit beaucoup d'autres ouvrages, et puis tout récemment, j'ai vu, mais je n'ai pas encore lu le livre, que Avi Shlaim, un des grands historiens israéliens critiques, Avi Shlaim vient de sortir un ouvrage le 1er février 2025, donc je n'ai pas encore réussi à mettre la main dessus, qui évidemment n'est pas encore traduit en français, s'il est un jour, qui s'intitule Genocide in Gaza, Israël, Hamas and the Long War on Palestine. Donc ça, c'est l'un des grands nouveaux historiens israéliens avec Ilan Pappé. Donc il me semble que la comparaison, en tout cas pour nous juristes, la comparaison avec la société, le pouvoir colonial, permet de mieux comprendre certains phénomènes que nous observons. D'abord l'atteinte aux populations locales, qui est récurrente dans le colonialisme de peuplement, mais aussi le racisme exacerbé à l'encontre des Palestiniens, leur déshumanisation, qui rappelle la description de l'oppression coloniale, qui est faite notamment par le grand Frantz Fanon. Je vous invite à aller voir le film qui lui est dédié. Peut-être il n'est pas très bon, mais en tout cas, ça permet aux étudiants de se familiariser avec le personnage qu'ils ne connaissent pas généralement. Enfin, je ne veux pas vous vexer, hein, peut-être que vous êtes des grands spécialistes de Frantz Fanon. Dans son rapport du 13 mars 2025 sur le racisme, la Commission internationale indépendante, son rapport sur les violences sexuelles et reproductives, la Commission internationale indépendante note que l'accroissement de la violence sexuelle depuis le 7 octobre 2023 sur les Palestiniens est motivé notamment par une extrême haine raciale. Donc la catégorie du génocide et la réflexion sur le groupe cible et l'intention des auteurs vient donc finalement, ce sera mon dernier point, perturber la représentation classique du conflit israélo-palestinien. Et l'image du conflit qui se dégagerait ici des catégories juridiques employées pour sa description, cette image, ce n'est pas une question sans importance politique. Le grand intellectuel palestinien Edward Said, l'auteur de l'orientalisme, je dis ça pour les étudiants qui n'ont peut-être pas lu cet ouvrage fondamental, Edward Said, donc, qui était par ailleurs un critique assez féroce du processus d'Oslo, il affirmait en 1988 Israël a triomphé en partie parce qu'il a gagné la bataille pour la Palestine dans le monde international, dans lequel les idées, les représentations, la rhétorique et les images étaient en jeu. Donc les représentations qui s'imposent dans le monde des idées, au niveau international, peuvent être cruciales dans le succès ou l'insuccès d'une cause. Et elles ont aussi des conséquences juridiques. Comme on l'a dit, la figure du génocide, je dirais qu'elle s'est quand même largement imposée, même si on ne s'en rend pas bien compte en France peut-être, mais il me semble qu'elle s'est largement imposée dans le débat public mondial, dans les sources officielles des Nations Unies, dans l'analyse des principales ONG de défense des droits de l'homme. Alors, quelles conséquences juridiques cela emporte-t-il ? Quelques-unes, je ne vais pas tout détailler, dans cette transformation de l'image du conflit liée à l'émergence de la catégorie du génocide.
D'abord, il me semble que l'argument de la légitime défense, on en a déjà parlé le 18 mars avec le professeur Olivier Corten, sa conférence est désormais en ligne, donc vous pouvez la revoir ou la voir si vous n'étiez pas présent. L'argument de légitime défense n'est plus recevable parce que on ne peut pas se défendre en commettant un génocide. Le but dont on doit juridiquement attester dans le génocide, ce n'est pas la défense, c'est la destruction. C'est totalement, évidemment, incompatible. De même, la représentation israélienne des événements comme de l'offensive sur Gaza comme une réaction à une menace d'extermination émanant des Palestiniens n'est plus vraiment audible. À l'inverse, cette représentation, la menace d'extermination qui a été portée très fortement au Conseil de sécurité en octobre 2023 par le représentant d'Israël, je ne vais pas citer ses propos ici, mais c'est très instructif. Donc cette présentation de l'offensive comme réaction à une menace d'extermination relève plutôt, à mon avis, d'un discours classique en temps de génocide, le discours classique dit de l'accusation en miroir. Je ne vais pas reprendre les propos du représentant israélien ici, mais ils sont tout à fait frappants. Ensuite, la catégorie du génocide, je crois qu'elle exige de repenser l'image des groupes combattants à Gaza et le sens du désarmement qui est actuellement recherché par Israël et ses alliés, parce que quand même, en situation de génocide, il est quand même difficile de ne pas admettre le droit à la résistance. Et ce droit prolonge celui qui se trouve explicitement reconnu par les Nations Unies en situation d'oppression coloniale. Donc, à mon avis, la catégorie du génocide impose de revenir également sur la représentation occidentale d'une guerre contre le terrorisme qui s'est imposée s'agissant de la Palestine depuis le début des années 2000. Et aussi, elle exige cette catégorie du génocide de réexaminer le statut des groupes combattants, dès lors surtout que le soutien à Israël ne s'est pas tari et que les Palestiniens demeurent sans défense à ce jour. Enfin, le génocide de Gaza, avec l'occupation illicite du territoire palestinien occupé et l'apartheid qui ont été dits par la Cour internationale de justice en juillet 2024, eh bien, ces différents actes illicites constituent finalement une situation juridique qui est caractérisée par 4 actes illicites particulièrement graves, 4 crimes d'État, annexion, violation de la charte, violation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, apartheid, génocide. Ce sont, enfin en tout cas c'est ce que j'ai avancé dans ma thèse, ce sont 4 crimes d'État. 4 crimes d'État qui sont ici liés entre eux d'ailleurs. Annexion, qui réalise une violation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui s'exprime par aussi un système d'apartheid et qui se prolonge dans un génocide. Les 4 crimes sont liés. Ces crimes devraient avoir des conséquences juridiques et certaines conséquences ont déjà été décrites par la Cour internationale de justice pour les 3 premiers crimes, puisqu'on a dit qu'elle n'a pas statué sur génocide encore, mais par contre elle a statué sur occupation, droit des peuples et apartheid. Donc des conséquences qui ont déjà été décrites pour les 3 premiers crimes. Les conséquences pour Israël, elles existent. Il y a plusieurs types d'obligations. Obligation de cessation de l'illicite. La Cour internationale de justice nous dit qu'Israël doit se retirer du territoire illégalement occupé, doit démanteler les colonies, évacuer les colons immédiatement. Ça, c'est ce que la CIJ nous a déjà dit. S'agissant de Gaza, bien sûr, la cessation de l'illicite, ce serait la fin de l'offensive sur Gaza et la fin du siège de Gaza. Donc ça, c'est cessation de l'illicite. C'est du droit international de la responsabilité. En termes de ce qu'on appelle en droit international de la responsabilité, il y a aussi des garanties de non-répétition de l'illicite. Alors, par exemple, pour ce qu'a dit la CIJ jusqu'à présent, s'agissant de l'apartheid, elle dit qu'il faut surveiller ce qui se passe s'agissant d'une forme de démantèlement du régime d'apartheid.
Donc pour que l'illicite ne se réitère plus, il faut s'assurer que le système juridique d'Israël ne comprend plus ces normes qui peuvent le permettre de le décrire comme un système d'apartheid. Alors ça, évidemment, ça va très loin, puisqu'il s'agit de revoir les normes juridiques fondamentales de l'État d'Israël. Donc, s'agissant ça c'est ce que a déjà dit, peut-être moins explicitement que ce que vient d'affirmer la Cour internationale de justice, s'agissant du génocide, en garantie de non-répétition, qui ont été exigées de certains États ayant commis un génocide, le désarmement a été exigé d'un certain nombre d'États ayant commis un génocide. Ça, c'est pas encore dit, ça, hein, je précise. Hein, c'est moi qui analyse au regard des précédents historiques. Alors, vous avez aussi des conséquences en termes de réparation. Hein. La CIJ nous l'a déjà dit s'agissant des trois premiers crimes. Et je voudrais souligner ici que la réparation participe aussi de la lutte contre l'impunité, puisque en droit international, tout acte illicite générant des dommages oblige l'État qui a commis l'acte illicite à réparer ces dommages. Vous constatez qu'à l'heure actuelle, il n'est jamais question d'exiger une quelconque réparation de la part d'Israël pour les dommages causés. On va reconstruire, mais on va finalement rien demander à Israël. Ce qui est quand même étonnant au regard du droit de la responsabilité. Et je signale qu'on trouve ce principe de responsabilité de réparation à la fois dans l'avis du 19 juillet 2024, mais aussi dans la résolution de l'Assemblée générale du 10 septembre 2024, mais aussi dans la résolution de l'Assemblée générale du 3 décembre 2024, 3 ou 5 décembre, j'ai un peu oublié, qui insiste un peu sur le principe de responsabilité. Évidemment, vous avez des conséquences aussi en termes de poursuites pénales, hein, là qui ne sont pas dites par la Cour internationale de justice, mais qu'on voit poindre dans le travail de la Cour pénale internationale, qui valide ma propre interprétation du système juridique. Dans ma thèse, j'affirmais que la responsabilité individuelle, la responsabilité des individus, la responsabilité pénale des individus est une des manifestations d'un régime de crime d'État. Donc là, c'est l'illustration parfaite, à mon avis, de ce que ma thèse, à un moment, a pu paraître complètement décalée, mais là, elle est revenue en pleine actualité. J'en ai d'ailleurs beaucoup d'exemplaires que je peux distribuer très aisément. Je ne raconterai pas pourquoi j'en ai beaucoup d'exemplaires. Donc pour les États tiers, en matière de responsabilité, comme vous le savez, la Cour internationale de justice, s'agissant de l'occupation illicite, a dit que les États membres des Nations Unies devaient adopter des mesures, je simplifie en appelant ces mesures des sanctions contre Israël, comme forme de soutien minimal donc, au peuple palestinien. Alors, bon, nous sommes très loin, évidemment, de l'application de ce régime. Ces conséquences juridiques ne sont pas encore advenues, y compris s'agissant de la simple cessation de l'illicite. Hein, c'est tout à fait clair. Donc ça, c'est tout à fait désespérant, mais ce qui importe aujourd'hui, en tout cas à mes yeux, s'agissant de mon propre travail, ce qui importe aujourd'hui, ce qui est donc, en tout cas à m'importer en tant qu'universitaire, c'est d'essayer d'examiner la vérité des faits historiques, et cette vérité exige un travail de contextualisation. Cette contextualisation des faits est imposée par la réflexion sur les catégories juridiques qui sont les plus pertinentes pour décrire la situation. Et ici, il s'agit d'un génocide s'inscrivant dans une occupation de type colonial. Voilà, je vous remercie pour votre patience. Nous allons bien sûr en prendre des questions. Maximilien, questions, commentaires. Alors, il n'y a peut-être qu'un seul micro. N'hésitez pas, on a encore un petit peu de temps. Sinon, les étudiants ont préparé des questions. Non, allez-y, monsieur. Je suis étudiant malheureusement. Au fait, merci beaucoup pour votre éclairage exceptionnel.
Franchement, vous avez tout dit. Et j'ai appris beaucoup de choses en vous écoutant. C'est juste le fait que vous avez abordé, disons, le colonialisme en général. Il y a aussi un colonialisme qui déshumanise les Palestiniens, en fait. Et c'est parce qu'ils sont Palestiniens qu'on laisse faire ce génocide, malheureusement. L'Occident est complice. Vous avez cité aussi Fanon, vous avez cité Edouard Saïd et son ouvrage L'orientalisme, Rachid Khalid, historien. Mais il y a énormément d'historiens arabes qui sont méconnus, qui ont écrit des choses extraordinaires, comme le regretté Abdelwahab al-Missiri, qui a écrit une encyclopédie de 9 ouvrages, je crois, de 9 volumes sur le sionisme et le judaïsme. Il a écrit une 50aine de livres sur la question du sionisme et du judaïsme, et aussi de l'histoire de la Palestine, mais il est très très méconnu et il n'est pas du tout cité, en fait. Et ça me revient aussi à Bourdieu, qui disait que celui qu'on déshumanise, il parlait des immigrés algériens, en fait, ils sont plutôt parlés, mais pas parlants. Et voilà, c'est la déshumanisation de la Palestine qui fait que, on trouve, que ces génocides est tellement été banalisé par les médias, par les États occidentaux. Et franchement, pour sortir déjà de ça, il faudra du temps. Merci pour votre travail juridique de nous éclairer sur le droit international qui est bafoué. Du coup, moi j'avais une question. Je voulais savoir quels sont aujourd'hui les moyens qu'ont réellement la Cour internationale de justice et les Nations Unies pour faire appliquer leurs décisions face à un État qui refuse de s'y plier. En l'occurrence, c'est pas les États et la Cour internationale de justice non, les Nations Unies. Les Nations Unies. La Cour internationale de justice, elle n'a pas de moyens, puisque la CPI repose sur les États, comme vous le savez. Donc ça, c'est la question classique. Il y aurait des moyens si le Conseil de sécurité n'était pas bloqué, bien sûr, mais le Conseil de sécurité étant bloqué, si le Conseil de sécurité n'était pas bloqué, on aurait déjà toute une série de sanctions importantes, y compris sans doute une zone d'interdiction aérienne, ce qui serait déjà très très bien, mais ça c'est impossible. Donc après, l'Assemblée générale pourrait prendre le relais, c'est ce que j'évoquais à plusieurs reprises, puisque quand le Conseil de sécurité est bloqué, éventuellement l'Assemblée générale peut prendre des mesures. Bon, pour le moment, elle a quand même été assez timide, je trouve, personnellement, sauf la résolution du 18 septembre 2024, qui reprend l'avis de la Cour, finalement. L'Assemblée générale n'est pas très offensive, mais l'Assemblée générale, c'est les États. Donc, si les États... il y a quand même un certain nombre d'États qui sont mobilisés, voire le groupe dit de la Haye. Bon, alors, ils ne sont que 9, mais ils se sont engagés à appliquer ce que demande la Cour internationale de justice, notamment en interdisant... Ce ne sont pas des grands livreurs d'armes, ces États-là. Mais ils se sont engagés à interdire l'accès à leur port de tout navire transportant du matériel militaire dans cette déclaration de la Haye. Donc là, il y a 9 États, avec en pointe toujours l'Afrique du Sud. Mais bon, pour le moment, ils n'ont pas été rejoints ni par des États arabes, ni par des États européens. Donc voilà, le droit international, l'application, c'est les États. Donc là, il est dit, la Cour a dit, alors s'agissant de l'occupation éthique, la Cour a dit ce qu'il fallait faire, c'est aux États de le faire. On ne peut pas vraiment les y contraindre. En tout cas, on ne peut certainement pas contraindre Israël en l'absence du Conseil de sécurité. Et puis évidemment, on a l'allié majeur, moi je dirais le co-auteur
le co-auteur du génocide, c'est quand même les États-Unis, là, c'est quand même tout à fait clair. Donc on est face à, je dirais, la grande puissance impériale, qui reste la grande puissance impériale de notre temps. Donc c'est assez complexe. Il y avait autre chose dans votre question? Oui, madame. J'aimerais bien avoir une clarification par rapport à ce que vous avez dit. Vous avez parlé de génocide, c'est la première fois qu'on est dans une configuration inédite, c'est la première fois qu'on est dans un génocide de nature coloniale qui est soumis devant les juridictions internationales. Dit comme ça, je ne sais pas exactement comment interpréter la phrase, dans la mesure où je la comprends, parce que personnellement, j'ai eu l'impression qu'il y a eu des génocides qui ont pu être commis auparavant, mais qui étaient, comme vous l'avez dit, qui étaient faits sur des territoires colonisés, et donc qui n'ont pas été soumis aux juridictions internationales. Mais j'ai l'impression d'effectuer une interprétation qui est très personnelle. Donc j'ai voulu clarifier cette phrase. Et ça, c'est la première question. Et deuxièmement, je souhaiterais aussi également savoir qu'est-ce que vous pensez de l'impact qu'aura la publication de votre article, étant donné que, par exemple, à la même période l'année dernière, il était difficile pour vous de prendre la parole dans certaines radios, et alors qu'un an plus tard, effectivement, le débat commence à s'ouvrir. Donc, je voudrais bien savoir si vous aviez une opinion là-dessus. Merci. Je sais, Mathilde, que vous m'avez googlisé avant de vous inscrire dans le master. Je ne sais pas pourquoi vous dites ça. Sur l'impact de l'article, aucun. On est habitué, hein, si vous voulez, quand on écrit. Enfin, en tout cas, moi, je suis habituée à n'avoir absolument aucun impact. Donc, j'écris pour moi. Donc, s'il y a un impact, tant mieux. Moi, en tout cas, ça m'importe. Mais maintenant, je pense qu'il n'y aura absolument aucun impact. Comme c'est quand même bien argumenté, je ne pense pas que j'aurai des attaques très virulentes. Non, je pense que ce sera relativement tranquille. Voilà. Génocide colonial, de type colonial, je dis de type colonial parce que c'est quand même pas exactement les propos qu'a tenu la Cour dans la vie du 19 juillet 2024. Elle ne parle pas explicitement de situation coloniale, elle parle de situation d'occupation et elle mobilise les règles sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes élaborées dans la période coloniale. Donc moi j'essaye toujours d'utiliser les termes employés au niveau juridique international. Et je ne trouve pas de formulation de ce type. Donc je préfère dire génocide de type colonial plutôt que colonial parce que je ne peux pas me reposer directement sur cette formule qu'aurait employée la Cour. Donc ça c'est le premier point. Et puis je sais qu'en France, cette idée qu'Israël serait un État colonial, elle est quand même pas généralement admise. Hein. C'est même, je dirais, plutôt minoritaire. Pour ceux qui connaissent bien la situation, ils ont intégré cette idée, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui ne connaissent pas bien la situation ou qui sont hostiles à l'emploi de ce terme. Alors, ce que je voulais dire par là, premier génocide de type colonial, je crois que c'est tout à fait clair qu'on n'a aucun précédent de massacre génocidaire commis par des États coloniaux qui ont fait l'objet de traitements judiciaires internationaux. Ça n'existe pas. Vous avez les tribunaux de Nuremberg et Tokyo, donc c'est pas une situation de ce type. Ensuite, vous avez Yougoslavie, Rwanda, Sierra Leone, c'est pas des exactions de type colonial. Cambodge non plus. Donc on n'a aucun précédent. Même ce qui est avancé à l'heure actuelle, les autres affaires génocides devant la CIJ, ne relève pas de cette catégorie, à mon avis. Hein, donc ça, si vous voulez, je pense que ça pourrait peut-être à terme, si cette procédure est bien suivie, si elle a un impact, ça pourrait faire renaître des revendications de la part des États colonisés qui ont subi des exactions importantes. Peut-être que c'est ça aussi peut-être qui fait peur dans l'affaire Afrique du Sud contre Israël, c'est qu'il s'agit
d'exactions commises contre un peuple ayant le droit à disposer de lui-même, relevant donc du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, relevant donc d'une situation de type colonial. Là, je spécule peut-être un peu, mais je pense que ça, c'est peut-être pas complètement sans rapport avec... c'est pas peut-être pas la première objection, mais c'est peut-être pas sans rapport avec les réticences qu'on a face à cette procédure de la part des États européens, ceux qui ont élaboré la Convention de 1948 qui exclut l'application de la Convention génocide aux territoires coloniaux. C'est quand même assez impressionnant aussi. Et en même temps, la même année, on a la Déclaration universelle des droits de l'homme. Hein, donc voilà, c'est quand même assez frappant. Voilà ce que je voulais dire. Moi j'ai une petite question concernant l'avis de la Cour de justice internationale de juillet 2024 avec la résolution des Nations Unies qui est arrivée en septembre. Ils mettent comme délai pour l'exécution de cette résolution le 19 septembre 2025. C'est très bientôt. Qu'est-ce qui va se passer dans cet ordre international quand on va arriver à cette échéance? Et clairement, là, il n'y a personne qui a l'intention... En fait, c'est plutôt le contraire. Ils sont en train d'expulser les Palestiniens des territoires occupés au lieu d'expulser Israël, parce que c'est ce que la résolution stipule quelque part. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que quelque part c'est lié à ce que vous avez dit en mettant les gens devant leur responsabilité des crimes coloniaux qui ont été commis? Donc, peut-être que les pays occidentaux sont en train de remettre en question tout cet ordre international, ils vont tout changer le droit international. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, personnellement, je suis complètement... Merci. Je prends une autre question en même temps. J'ai pas vraiment de réponse à votre question d'ailleurs, mais j'en prends une autre puis je répondrai. Qu'est-ce qui peut se passer en fait? C'est la question que je me pose. Qu'est-ce qui peut se passer? Bonjour madame, merci pour l'article qui est une unité intellectuelle exceptionnelle par rapport à ce qu'on voit généralement dans la presse et parfois dans les universités. Moi, ma question, elle est surtout par rapport vous avez cité Joseph Massad et la résolution par rapport aux actes, la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui dit donc que les massacres de Sabra et Chechela, des camps de réfugiés à Beyrouth, au Liban, ont été des actes de génocide et qu'aujourd'hui, il y a un recul, en tout cas une précaution, vous dites, par rapport à l'Assemblée générale des Nations Unies. Ma question, c'est que vous pensez donc qu'il y a un recul de l'Assemblée par rapport au conflit? Est-ce que l'Assemblée peut faire plus? Parce que il y a 2 semaines, donc, Alain Bonnet, il m'avait dit, j'ai discuté avec lui, et il m'avait dit qu'au contraire, il trouve que le rôle de l'Assemblée générale des Nations Unies est hyper important et donc elle fait un travail même de poids de mesure, c'est ce qu'il m'a dit. Donc il trouve que le fait d'être autant engagé était un engagement important et historique par rapport à l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc est-ce que l'Assemblée générale des Nations Unies peut faire plus que ce qu'elle fait, et donc notamment par rapport à la résolution qui est exceptionnelle de dire acte génocidaire qu'elle n'a toujours pas dit par rapport à ce qui se passe à Gaza, ou est-ce qu'elle faut en faire plus? Merci. Alors, sur votre question, monsieur, évidemment, on est un peu... L'Assemblée générale a donné 12 mois pour que les États fassent pression sur Israël en adoptant ces sanctions afin d'obtenir le retrait dans les 12 mois. Donc, si les États n'exercent pas cette pression, et globalement ils ne le font pas, à part les 9 États que je viens d'évoquer, le groupe de la Haye, il ne se passera rien. Il se passera même que Israël probablement va mettre la main
je ne sais pas, hein, sur Gaza, Cisjordanie, c'est l'inverse qui va se passer. Les États n'ont pas, à ma connaissance, très peu d'États ont adopté des mesures qui sont demandées par la Cour internationale de justice et l'Assemblée générale elle-même, alors même que les États ont voté cette résolution. Hein, donc, on est dans l'ordre finalement de la déclaration, puisqu'on adopte des positionnements que les États qui votent ces positionnements ne respectent pas. Donc, on est dans l'ordre, voilà, dans l'ordre de la parole, de la symbolique. À ce stade, je pense qu'il ne se passera rien, ou qu'il se passera le contraire de ce qui est attendu. Donc, est-ce que ça sera un bouleversement C'est vrai qu'en ce moment, il y a quand même un recul, quand on fait la comparaison avec la situation du Sahara occidental, on peut peut-être comparer d'ailleurs, puisque s'agissant du Sahara occidental, la Cour internationale de justice a aussi dit que le peuple sahraoui avait droit à l'autodétermination en 1976, et vous voyez que ça c'est peut-être un très mauvais précédent, qu'à l'heure actuelle, on revient complètement sur ce principe, y compris au Conseil de sécurité, par les initiatives diplomatiques individuelles, la France, d'autres États, des États-Unis bien sûr, même au Conseil de sécurité, on a un recul sur la question du Sahara occidental. Donc, évidemment, ce n'est pas un très très bon signe pour le droit du peuple palestinien à disposer lui-même. Hein. Mais voilà, je ne peux pas vous dire ce qui va se passer. Je pense que ce sera extrêmement décevant. En même temps, je pense que l'image d'Israël est très affectée et qu'il y aura nécessairement à un moment ou à un autre des conséquences. Lesquelles exactement, je ne peux pas vous dire. Mais la résolution en elle-même, ça implique des obligations des États signataires aussi, des pays membres des Nations Unies. C'est là où je me retrouve. Oui, mais si vous voulez, le problème, c'est que souvent, je dirais, peut-être on a eu... Moi, je pense que c'est très important qu'on ait un droit international déjà qui dise la réalité de l'illicite. C'est déjà important parce qu'on pourrait avoir... Avant, on avait un droit international colonial. Donc, par exemple, Donald Trump qui veut prendre le Groenland, qui veut créer une Riviera, c'était tout à fait possible au XIXe siècle. Donc, c'est quand même un peu mieux d'avoir des normes qui disent non. Après, comment elles sont respectées, ça, c'est un problème. Je pense que c'est quand même mieux d'avoir un système normatif qui, ne serait-ce que moralement, permet de condamner certains actes. Parfois, on peut avoir de vraies réactions juridiques, mais parfois, on ne peut pas. Mais je pense que c'est quand même mieux que d'avoir un ordre international qui valide l'expansion territoriale et l'extermination, grosso modo, parce que là, on n'aurait vraiment plus aucun outil, en tout cas discursif. Sauf que, bien sûr, on élaborerait une critique de ce droit international-là. Maintenant, c'est vrai que je pense que pour les personnes qui n'ont pas étudié la structure du droit international, sont toujours très déçues parce que le droit dit ça, mais il n'y a pas de... Mais même les étudiants posent toujours la question, on sait très bien, mais il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas de sanctions. Non, en droit international, il y a très peu de sanctions. S'il y en a, c'est le système du chapitre 7 avec le Conseil de sécurité, et ce système, il est basé sur l'accord des 5 membres permanents. Donc vous avez une réalité du pouvoir international qui fait que vous ne pouvez pas, vous n'avez pas une force de police internationale qui soit systématiquement disponible, et d'ailleurs, ce serait structurellement impossible, sauf à ce que ce soit une force de police impériale, ce qu'on a un peu quand même, ce qu'on a eu un peu dans la période, je dirais, 2000-2010, où les États se faisaient délivrer par le Conseil de sécurité des autorisations d'intervention. Donc, les États puissants agissaient comme une force de police internationale validée par le Conseil de sécurité. Mais est-ce que ce serait satisfaisant que ce système-là s'étende? Non. Donc, on n'a pas tellement d'alternatives à l'heure actuelle à, je dirais, une forme d'impuissance matérielle du droit international. Mais ça sert à quoi de signer des conventions et des accords? Je ne comprends pas, ça sert à quoi? Si on les signe pour ne pas les appliquer, juste pour avoir moralement une... Je ne sais pas, je ne comprends rien en fait.
Bah oui, c'est une bonne question. Hein. C'est-à-dire que ça sert à... En tout cas, ça ne sert pas à empêcher le génocide, pour le moment, c'est clair. Ça sert à le nommer. Voilà, c'est peut-être... Mais vous pouvez... en général, on pose toujours ces questions, mais moi, je ne suis pas une défenseuse nécessairement du droit international. Hein. Je veux dire, sur plein d'aspects, je ne suis pas du tout favorable à certaines règles du droit international, le droit international économique. Celui-là, il fonctionne assez bien, et je ne l'aime pas trop. Donc, si vous voulez, je ne suis pas parce que je suis prof de droit international que je vais défendre le droit international. Par contre, ce qu'il faut, c'est être conscient de ce qu'il dit et de ses limites. Maintenant, vous pouvez très bien dire, comme je pense disent la plupart des Palestiniens, le droit international, ça ne sert absolument à rien, on n'y croit absolument plus, et vous pouvez porter un discours totalement critique sur ce droit et le dénoncer. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez tout à fait faire ça. Moi, personnellement, je pense qu'on a encore intérêt à se baser sur ce qu'il dit. Pas pour les Palestiniens, hein, pour ceux qui veulent décrire la situation et essayer de convaincre les États d'agir. Je pense que c'est quand même un argument de mobilisation des États qui est important, qui ne fonctionne pas bien, mais si on ne l'avait pas, peut-être ce serait encore pire. Vous voyez, par exemple, l'Irlande a quand même fait des choses. Les juges des Pays-Bas ont pris des décisions aussi limitant les transferts d'armes. Donc vous pouvez avoir des petits succès, et ça c'est grâce au fait que vous avez des normes internationales. Donc je pense que ça continue d'être utile, de s'en prévaloir, mais vous pouvez aussi faire une analyse inverse en disant mais ça ne fait que masquer une réalité, ça fait que prétendre que quelque chose va se passer alors que rien ne va se passer. Et puis vous avez aussi des normes internationales qui limitent des normes supranationales qui limitent l'action. Là j'ai évoqué la question du terrorisme, et c'est vrai que ça peut être problématique. On le voit ici tous les jours avec des infractions qui découlent du droit européen et qui permettent de limiter la liberté d'expression, par exemple. Donc vous avez des aspects du droit supranational qui sont là déjà immédiatement contestables, d'autres qui sont moralement tout à fait satisfaisants mais qui ne sont pas appliqués. Donc après, il faut choisir quel genre de stratégie on veut avoir, de contestation du droit international, d'utilisation du droit international comme outil qui peut aboutir à certains succès, même s'ils sont assez maigres. Voilà ce que je peux vous dire. Mais par contre, c'est important en effet d'avoir conscience de ce qu'il est et de ne pas en attendre excessivement. Donc de s'en servir tout en sachant qu'il est très limité, particulièrement en ce moment où on a une grande puissance impériale qui soutient son allié dans une entreprise génocidaire. Merci. Donc j'ai deux brèves questions. Je réagis sur une des premières interventions que vous avez faites, où vous avez parlé des États-Unis comme co-auteurs. Je rappelle que la Convention sur la prévention du génocide comprend 5 actes, et que le génocide est un des 5 actes. La première question très brève, la deuxième sera un peu plus longue parce que... Mais parlez plus fort, Maxime. Elle sera peut-être même un peu plus fouillie aussi parce que voilà, elle est un peu plus intuitive. Est-ce que selon vous, première question, est-ce que selon vous, la complicité de génocide pourrait être mobilisée utilement, au sens de la Convention 48, pour l'implication américaine? Puis le deuxième point, c'est que je vais me faire l'avocat du diable, je vais essayer de me mettre dans la position de la délégation allemande ou israélienne. En argumentaire de votre présentation, vous êtes beaucoup appuyé sur les déclarations publiques des dirigeants israéliens. Et en fait, moi, j'ai un problème. C'est-à-dire, je me demande si les déclarations des dirigeants israéliens, même si je crois évidemment en une dimension évidemment performative du langage, est vraiment un élément de preuve absolument justement indiscutable. Et c'est là qu'à mon sens, on a un point de bascule entre le discours qui, au contraire, va permettre de démontrer une incitation directe et publique à commettre le génocide et le génocide. Et en fait, à mon sens, vous pouvez inciter à commettre un génocide, donc vous êtes dans l'incitation, mais sans jamais tomber
dans l'autre catégorie que serait le génocide. Et j'ai l'impression moi-même que d'un point de vue israélien, et ça c'est une intuition, c'est que quand on prend l'ordonnance du 26 janvier 2024, les Israéliens ont compris que les carottes étaient cuites sur l'incitation directe à commettre le génocide, puisque même le juge israélien, le juge Barak, avait voté en faveur de la mesure conservatoire pour prévenir et réprimer l'incitation directe et publique à commettre le génocide. C'est-à-dire finalement, les Israéliens vont peut-être être dans une stratégie de l'incitation directe et publique à commettre le génocide, nous n'arriverons pas à la contester. Mais finalement, on va tenter de démontrer que le discours n'a jamais franchi le seuil qui aurait fait qu'à un moment, on a basculé non plus dans un discours d'incitation, mais dans un discours qui accompagne les actes. Voilà. Merci, très bonne question. Alors, sur la première, complicité de génocide, oui, c'est aussi la Cour internationale de justice nous a dit en 2007 qu'un État peut être auteur de génocide et complice de génocide. Donc sur la complicité, s'agissant des États-Unis, alors dans la complicité, ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas forcément besoin de montrer l'intention de détruire. Le complice, peut-être, on n'est pas encore sûr, mais peut-être que le complice, on n'a pas besoin de montrer qu'il a l'intention de détruire le groupe. Il faut qu'il fournisse une assistance, en conscience qu'un génocide est perpétré, sans avoir nécessairement l'intention lui-même de détruire le groupe. Donc ça, c'est assez pratique. Mais là, j'ai parlé de co-auteur au regard de l'importance de l'aide matérielle des États-Unis, puisque je crois que tout le monde sait que sans l'aide militaire américaine, Israël ne peut pas réaliser ses offensives. Donc là, et d'ailleurs, les Britanniques sont très impliqués aussi, semble-t-il, s'agissant de la surveillance, et les Allemands. Donc, du point de vue de l'assistance matérielle, on n'a pas trop de problèmes. Mais là, maintenant, avec les déclarations de Trump, on n'a pas tellement de problèmes non plus du point de vue de l'intention. Donc, c'est quand on dit « vous serez tous morts », vous serez tous morts, je veux dire, c'est quand même rare d'avoir des déclarations de chefs d'État de ce type. Vous serez tous morts. C'est quand même une annonce d'extermination. Très explicite, il n'y a pas trop besoin d'interpréter. Vous voyez, comme dans la jurisprudence du tribunal international pour le Rwanda, où on se demandait si inciter les gens à aller travailler, c'était les inciter à commettre le génocide. Non, là, c'est clair. Donc là, je pense qu'on peut passer avec ces dernières déclarations de la complicité à la coaction du point de vue de l'intention. Du point de vue des actes matériels et des assistances, je pense que c'est quand même vraiment... on serait hors du réel si on ne considérait pas qu'il y a une aide et une assistance. Alors, je répondrai un peu de la même manière sur la question de l'intention des dirigeants israéliens. Ça me semble quand même un peu surréel de dire mais en fait, non, ils n'ont pas vraiment déclaré, ils n'ont pas exprimé d'intention génocidaire. Parce que vous avez, moi je ne lis pas l'hébreu, mais quand vous lisez l'hébreu en plus, vous avez quand même des analystes qui ont vraiment rassemblé un nombre d'explicitations génocidaires tout à fait considérable. Donc ça me semble un peu comme, vous n'êtes pas le seul à faire ce commentaire, mais ça me semble quand même un peu hors sol que de ne pas voir ces déclarations explicites d'intention. Alors maintenant, c'est vrai, vous avez raison, dans les ordonnances, on a l'impression que les juges sont assez favorables à l'incitation et qui vont, ça peut être probablement, au fond, il y aura probablement incitation. Mais moi, je trouve qu'incitation, c'est pas du tout utilisé à bon escient pour décrire les paroles des hauts responsables israéliens. Incitation, ça a été utilisé, par exemple, pour le tribunal international pour le Rwanda, s'agissant de notables locaux qui se trouvent face à une population qui doivent mobiliser pour aller travailler. Donc, ils n'ont pas, je dirais, une position de hiérarchie officielle. Ils sont là et ils doivent inciter la foule. Ou alors, incitation lorsqu'il s'agit de publications de médias qui vont forger les esprits pour inciter à passer à l'acte. Incitation directe et publique. Ça a été retenu pour les médias du génocide. Excusez-moi, ça me met un peu en colère, mais quand on me dit que
le discours de Benjamin Netanyahou, qui ensuite d'ailleurs a fait l'objet d'une lettre adressée aux soldats, où il se réfère à la destruction d'Amalek, c'est une incitation, je trouve que c'est complètement minimiser la réalité de ce que c'est. Hein, pour moi, c'est un ordre. Ce discours de Benjamin Netanyahou, c'est un ordre, et il a été transmis ensuite aux soldats, comme là. Et ensuite, l'Afrique du Sud a montré qu'il a été très bien reçu sur le terrain. Donc, si vous voulez, c'est vraiment édulcorer le réel. Alors, je pense que les juges pourront le faire, hein, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas trop attendre de la CIJ, on ne sait pas ce qu'elle va faire. Hein, surtout qu'elle va subir beaucoup de pression. Mais là, ça me semble quand même, si vous voulez, un peu surréel que de dire un responsable étatique n'est pas en situation d'inciter, il est en situation d'ordonner. Et la jurisprudence sur l'incitation, elle concerne des personnalités qui ne sont pas officiellement au pouvoir, donc des organes de fait de l'État, pas des organes de droit, et elle concerne les médias. Voilà. Mais sinon, je suis désolée, en position d'autorité, vous n'êtes plus dans l'incitation. Vous êtes dans l'expression d'une intention génocidaire, qui est d'ailleurs transmise par le moyen d'ordre, et même si je suis d'accord, Israël a probablement lissé son discours, hein. C'est-à-dire qu'on a entendu ensuite Yoav Gallant, bien sûr, il respectait la population de Gaza, mais ça aussi, les juges vont devoir faire un travail très précis, c'est-à-dire, on sait très bien, comme je l'ai dit en citant l'affaire Kerstich, que les auteurs d'un génocide sont contraints par un contexte. Et là, ils sont contraints par ce qu'a dit la CIJ. Ils savent qu'ils peuvent être mis en cause pour incitation, pour génocide. Donc, ils ont lissé leur discours. Ils sont contraints par les circonstances. Mais néanmoins, on va pouvoir retenir leur discours explicite. Hein. Donc, tout ce travail, bon, il devra être fait, mais je pense que ça, vraiment, ce type d'analyse édulcore excessivement le réel. Donc, pour Benjamin Netanyahou, je pense qu'on peut, pour ce discours-là, parler d'ordre. Pour Yoav Gallant, pour le 9 octobre, il s'exprime en hébreu devant des caméras, mais aussi, je pense, devant son staff. Et donc, d'après, c'est analysé, hein, peut-être plus dans le détail, mais je crois qu'il décrit ce que l'armée va faire. Alors, c'est pas un ordre, mais c'est une description de ce qui va être réalisé. Donc, c'est pas une incitation. Il est le chef de l'armée, le ministre de la Défense, il décrit, c'est une intention, c'est une expression d'intention génocidaire. Le président, là, dans ce que j'ai cité, le président israélien le 12 octobre, là, il répond à des journalistes. Donc il dit, il n'y a pas de civils innocents à Gaza, et nous leur briserons la colonne vertébrale. Alors ça, c'est pas un ordre, je suis d'accord, c'est pas un ordre, mais ça témoigne de l'association d'une personnalité, je dirais, considérée comme modérée, je veux dire, à l'ambiance génocidaire dominante. Mais en effet, ça, c'est pas un ordre étatique, mais ça peut quand même être utilisé dans le cadre d'un procès pour génocide de la part d'un État pour montrer que la plupart des responsables étatiques de très haut niveau étaient dans ce même état d'esprit, si vous voulez, même s'il ne s'agit pas d'un ordre ici. Mais ça me permet de dire que, de rebondir sur votre question pour dire que, pour moi ici, les preuves sont directes, on n'est pas dans l'incitation. Mais je voudrais souligner aussi que la jurisprudence, mais je pense qu'on n'en aurait pas besoin ici, la jurisprudence internationale, elle est souvent amenée à interpréter les discours pour révéler l'intention. Là, à mon avis, on n'en a pas besoin. Mais par exemple, le discours de Netanyahou sur Amalek, il sera certainement, parce qu'il est long ce discours, il y a beaucoup de choses dedans, donc il va exiger un travail d'interprétation quand même important, et ça, les juges font ça très souvent, c'est-à-dire que face à des discours qui parfois semblent ambigus, ou qui ne sont pas compris par les juges, je pense au Rwanda par exemple, la rhétorique qui était employée ne parlait pas nécessairement aux juges internationaux. Si vous n'êtes pas dans le contexte local, vous ne comprenez pas forcément les mots qui sont prononcés, vous ne comprenez pas qu'il s'agit d'une incitation directe et publique à ce que vous alliez commettre le génocide, puisqu'on vous dit d'aller travailler. Hein. Donc il y a une réinterprétation par les juges des paroles pour identifier l'intention génocidaire. Et si jamais les juges estimaient que ces déclarations ne sont pas assez explicites, ils seront de toute façon conduits à faire ce travail d'interprétation qui les conduira, à mon avis, à cette même conclusion, à mon avis. Merci. Alors, comme il est 7 heures et on doit quitter la salle impérativement à 7h moins 10,
S'il n'y a pas de questions, on va libérer monsieur. Juste une petite remarque. Oui. Vous avez abordé, c'est-à-dire, vous avez évoqué plutôt le Sahara occidental, la colonie Sahara occidentale, et le revirement de la France, mais c'est lié à Israël aussi. C'est-à-dire les accords d'Abraham. C'est-à-dire la France s'aligne aussi en axe américano-sioniste sur cette question, en disant, en reliant les engagements qu'elle avait déjà. Mais c'est vrai qu'on a été très inquiets quand on a vu cette évolution sur le Sahara occidental, parce que c'est de très mauvais augure pour le droit des peuples à disposer. Merci.